Tout de suite, le JT. Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver ce soir pour l'actualité. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Parlons politique à l'entame de cette édition. Après un mois de vacances parlementaires, les locataires du Palais de la démocratie de Gassi reprennent officiellement leur activité à l'hémicycle. C'est le président de l'Assemblée nationale, Ali Kouloutou Tchaimi, qui a ouvert cette séance plénière. C'était en présence du Premier ministre, de quelques membres du gouvernement et du président du Sénat. Il est au micro de Mistangar. Victor. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour poursuivre avec davantage d'énergie et de détermination notre mission constitutionnelle au service de la nation tchadienne. Si la première session ordinaire a permis l'installation de notre institution et la mise en place de ses organes, la session qui s'ouvre ce jour doit être consacrée à l'action et nous permettre d'accéder à la maturité législative. Elle sera principalement consacrée à l'examen et à l'adoption des textes importants destinés à traduire dans les faits la vision ambitieuse du maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, inscrite dans son programme politique décliné en 8 chantiers et sans action, qui trouvent aujourd'hui leur traduction dans le plan national PND, Tchad Connexion 2030. Véritable feuille de route pour notre pays, ce plan couvre les fondements que sont l'éducation, la santé, la formation professionnelle, tout en mettant l'accent sur les secteurs stratégiques et porteurs, agriculture, élevage, pêche, eau et énergie, mines, tourisme, infrastructure et transport, industrialisation, technologie de l'information et de la communication. L'Assemblée nationale félicite le gouvernement pour le travail accompli dans la préparation de ces plans d'action et forme le vœu que la table ronde internationale de Dubaï, prévue en novembre 2025, soit couronnée de succès permettant de mobiliser massivement des investissements indispensables à la transformation et à la prospérité de notre nation. À vous, chers collègues députés, je vous exhorte à être assidus, rigoureux, actifs dans les travaux en commission et en plénière, afin que cette session soit à la hauteur des grands défis politiques de l'heure. Permettez également que je vous adresse un appel solennel. Soyons à la hauteur de la confiance de la nation tchadienne. La fonction de député est éminemment noble. Elle est synonyme de dignité, d'honorabilité et d'exemplarité. Elle exige de chacun d'entre nous des responsabilités, de discipline et de retenue, notamment dans l'espace public et surtout sur les réseaux sociaux, où nos paroles et nos attitudes engagent non seulement notre personne, mais aussi et surtout l'image et le prestige de l'Assemblée nationale tout entière. Je vous exhorte également à rappeler à chacun de vous, chers collègues députés, notre mission est claire. Exercer notre mandat dans le respect de la Constitution et des lois de la République, en représentant non seulement nos circonscriptions respectives, la nation tchadienne dans son ensemble. L'atelier pour la relecture du code pastoral qui regroupe les provinces du Mayon-Chari, Mandoul, Logon oriental et occidental est officiellement lancé ce matin à Sarre. C'est le ministre de l'élevage et de la production animale qui a présidé la cérémonie d'ouverture. Il est au micro de notre correspondant à Sarre, Anknoïte Remadita. Il vous souviendra que cet exercice a été recommandé par le dialogue national inclusif et souverain et conforté par les plus hautes autorités de la République, soucieuse d'une vie paisible des populations, gage d'un développement harmonieux de notre pays. Comme vous le savez, l'élevage constitue un pilier fondamental de notre économie nationale, une source de revenus pour des millions de nos concitoyens et un facteur essentiel de cohésion sociale. Cependant,
L'élevage pastoral, puisque de cela qu'il s'agit, et les autres activités rurales ont en partage les ressources communes, lesquelles font l'objet actuellement d'une grande compétition qui se traduit parfois par des tensions, voire des conflits souvent meurtriers. Cela interpelle la gestion de nos ressources naturelles communes, la mobilité des éleveurs, la cohabitation harmonieuse entre agriculteurs et pasteurs, et in fine, la stabilité de nombreuses zones rurales de notre pays. C'est ainsi qu'en 2014, un projet de code pastoral avait été élaboré et adopté par l'Assemblée nationale, dont la mise en œuvre pourrait sécuriser les productions agro-pastorales et contribuer au maintien de la paix et de la cohabitation pacifique. Malheureusement, ces textes semblent ne pas recueillir l'aval de toutes les couches. C'est dans cet esprit de paix et de responsabilité que le maréchal Mamadi Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, soucieux de la cohésion nationale, avait ordonné la relecture du projet de code pastoral, car il est défendu d'imposer un texte mal compris par les populations concernées. Le dialogue, la concertation, la pédagogie et la co-construction sont désormais les maîtres mots dans l'élaboration de tout cadre juridique impactant la vie des citoyens. La première session ordinaire provinciale au Mayo-Kébi-Ouest a eu lieu ce matin afin d'adopter le règlement intérieur, approuver le budget annuel et valider le plan stratégique de la province. Suivez plutôt. La première session du Conseil provincial du Mayo-Kébi-Ouest a pour objectif principal de réunir les membres élus afin de traiter des affaires d'intérêt provincial. Ces assises permettent notamment d'adopter le règlement intérieur, approuver le budget annuel et valider le plan stratégique de cet organe. Le président du Conseil provincial du Mayo-Kébi-Ouest invite ses collègues à élaborer un plan stratégique de développement conforme à la politique du chef de l'État. Nous devons, au cours de cette session, aligner nos décisions sur les orientations stratégiques nationales, les 12 chantiers, les 100 actions et le plan national de développement Tchad Connexion 2030, afin que notre province devienne un maillon fort dans la construction d'un Tchad moderne et équitable. Le délégué général du gouvernement auprès de la province du Mayo-Kébi-Ouest exhorte les participants à prendre des décisions ambitieuses et constructives au cours de cette session qui s'étend sur 14 jours. Les conseillers provinciaux, votre prudence me rassure quant à l'issue de ces délibérations. Puissiez-vous, de vos débats, faire preuve de cette largeur de vue qui distingue l'homme d'État du simple gestionnaire. Montrer au pays tout entier que la décentralisation budgétaire n'est point synonyme de gaspillage, mais d'efficacité. Cette session va permettre aux conseillers provinciaux à assurer la bonne gestion des ressources et des politiques locales. Le ministre de l'Éducation nationale et de la promotion civique a fait une déclaration le 30 août dernier dans son cabinet annonçant la rentrée scolaire 2025-2026. Cette rentrée scolaire administrative est prévue ce 1er septembre sur l'ensemble du territoire. Kodima Dibetoubana Hortense nous en dit plus. Après 3 mois de repos, le ministre de l'Éducation nationale et de la promotion civique, Dr Aboubakar Assidik Choroman, appelle les enseignants, les responsables des établissements publics et privés de reprendre le chemin de l'école. L'annonce a été faite le 30 août 2025. L'année scolaire 2025-2026 est placée sous le thème « La décentralisation, un levier pour une éducation inclusive, équitable et de qualité ». Pour le ministre, ce n'est pas une simple formalité de reprise, mais bien le socle organisationnel et une stratégie sur laquelle va se reposer toute l'année scolaire. Une bonne décision de la part du patron de l'Éducation nationale pour la relance des activités comptant pour la rentrée scolaire 2025-2026.
Mais la question qui taraude l'esprit de bon nombre de citoyens est comment débuter une année scolaire avec certains établissements qui sont envahis par les eaux de pluie ou qui attendent pour construire les salles de classe avec les tiges de mil. Avec ces différentes préoccupations, est-ce que la rentrée sera-t-elle effective? La rentrée scolaire administrative est officiellement lancée, alors que la réalité sur le terrain soulève des vives inquiétudes. Cette situation exige non seulement une réponse d'urgence qui ne se limite pas à un simple calendrier administratif, mais il est nécessaire de trouver une solution concrète afin de permettre à tous les élèves, que ce soit dans la capitale ou dans les provinces, de reprendre le chemin de l'école avec assurance. La rentrée administrative est officiellement lancée. Il est temps que les responsables de l'éducation nationale et les associations des parents d'élèves prennent le problème à bras le corps pour permettre une rentrée scolaire effective, car l'éducation est l'affaire de tous. A-t-on coutume de dire bonne rentrée administrative à toutes et à tous. Les vendeuses de manioc exercent un métier soumis à des contraintes et certains risques. Chaque matin, ces femmes font de parcours bravant la pluie pour chercher et vendre le manioc afin de subvenir à leurs besoins. Suivez le reportage de Sanoudji Mandel. La vente de manioc est une activité génératrice de revenus, exercée par bon nombre de filles en N'Djamena. Cette activité comporte beaucoup de risques dans sa pratique. Certaines filles qui quittent leur domicile très tôt le matin, arpentant les coins et les recoins de la ville pour écouler leurs marchandises. Elles ne rentrent qu'au crépuscule. Les risques qu'elles encourent sont d'ordre physique et environnementaux. Ces vendeuses livrent à leurs clients un commerce de détail qui consiste à vendre en petite quantité des biens très variés au grand public. La vente de manioc, pour nous les mères des enfants, nous permet de nourrir nos enfants. Parfois, il y a beaucoup de l'eau. Les gens sont noyés même aujourd'hui. Une personne s'est noyée, comme tu restes à la maison, il n'y a rien. Tu vas faire comment? C'est ce qui nous pousse à exercer ce commerce. Je suis une élève. Donc, je fais ce commerce pour mon inscription et même ma maman m'aide. C'est ce qui me pousse à marcher sous ce soleil. Les risques auxquels sont exposées ces vendeuses de manioc et autres crudités méritent une attention particulière. Étant donné que le client des affaires au Tchad est difficile, ces filles se lancent dans cette activité pour rompre avec l'oisiveté afin de se prendre en charge, mais aussi celle de leurs parents et de leurs enfants. Travailler, c'est dur, mais voler, ce n'est pas bon. Conseille un chanteur africain. Ces vendeuses ont besoin d'un coup de pouce de mécène pour une autosuffisance, car le pays a besoin de la jeunesse audacieuse. Le siwat est un bâtonnet utilisé traditionnellement pour l'hygiène buccale dans de nombreuses cultures à travers le monde et plus principalement au Tchad. Depuis des siècles, il est reconnu pour ses propriétés nettoyantes et blanchissantes, faisant de lui une alternative naturelle aux brosses à dents modernes. Frida Ketem. Le bâton à dents, souvent appelé siwak ou moussat, est une pratique traditionnelle utilisée pour l'hygiène bucco-dentaire. Il provient de la racine des arbres, comme le Salvador persica. Il est utilisé dans de nombreuses cultures contribuant à l'hygiène dentaire, rafraîchissant une mauvaise haleine. Utilisé comme un antibactérien et antifongique, il contribue au blanchissement des dents tout en renforçant les gencives et luttant contre les caries. Ces bâtonnets végétales à la texture fibreuse permettent de venir au bout de la plaque dentaire en protégeant du tartre. Il est considéré comme une brosse à dents naturelle, écologique et économique, car il ne nécessite pas de dentifrice et est utilisable à long terme, accompagné d'un bon entretien. En plus de nettoyer les dents, il contient des principes actifs qui aident à prévenir les infections buccales. Ces bâtons sont particulièrement populaires dans les pays arabes et en Afrique, plus précisément au Tchad, où ils sont utilisés depuis des siècles pour maintenir une bonne hygiène dentaire. Perçu comme une mode ou tendance dans la société par certaines personnes, ce bâton a ses vertus médicinales parfois méconnues par ses utilisateurs, ainsi que les risques liés à son utilisation. Nous reviendrons dans nos prochaines éditions pour avoir l'avis d'un spécialiste pour plus d'éclaircissements.
Derrière l'élégance qu'elles procurent, les perruques ont également des risques pour la santé, irritation, allergie ou encore migraine. Les conséquences sanitaires liées à leur port prolongé interpellent. Ce sujet a retenu l'attention de Raïssa Élysée. Suivez son reportage. Sous les apparences séduisantes, les perruques cachent parfois un revers sanitaire préoccupant. Fabriquées à partir de fibres synthétiques ou traitées avec des produits chimiques, elles peuvent provoquer des irritations du cuir chevelu, des démangeaisons, des rougeurs, voire des éruptions cutanées chez les personnes à la peau sensible. Le port de perruques trop serrées entraîne également des migraines, une fragilisation des cheveux naturels et parfois une perte capillaire, conséquence directe du frottement répété et du manque d'aération. Dans certains cas, une mauvaise hygiène d'entretien génère des odeurs désagréables, accentuant le malaise. Je propose qu'elle porte quand même et puis couvrir quoi. Parce que cela attire des mauvais esprits. Des fois à l'école, elles tombent partout. Il y a des cas de maladies et autres et ça bouleverse le cours. Mais pour moi, quand une femme porte perruque, elle est normale et puis dans une beauté naturelle, elle est jolie. Et à cela, je ne vois pas le problème. Les frottements constants, l'absence d'hydratation et une mauvaise pose affaiblissent le cuir chevelu. Quand la perruque est trop serrée, elle bloque la circulation sanguine et provoque des maux de tête. Témoigne un citoyen. Je veux dire que les perruques, là, d'abord, c'est un truc tellement satanique d'abord. Porter les perruques, ce n'est pas bien. Ça donne même des maladies. Des fois, une femme, comme elle porte des perruques longtemps, là, tu vois les cheveux là même, les cheveux même disparaissent. Et ça, là, est-ce que c'est bon? Dieu t'a créé naturellement belle. Donc, il faut rester belle telle que tu es. Mais porter les perruques, là, je veux dire que c'est pas bien. Si certaines estiment que les perruques rehaussent la beauté féminine, d'autres y voient un fardeau économique ou même spirituel. À défaut de moyens financiers pour en acquérir lors des cérémonies, cela devient un problème. Confie une autre voix recueillie dans la rue. La perruque, symbole de coquetterie et de confiance en soi, ne doit pas devenir un facteur de mal-être. Les maladies hydriques, communément appelées maladies liées à l'eau, elles sont provoquées par des présences de micro-organiques, pathogènes, bactéries, virus ou parasites dans l'eau contaminée. Comment les prévenir pour préserver la santé publique? L'élément de réponse dans ce reportage signé Ranoji Sonia. À l'origine des maladies hydriques se trouvent essentiellement les eaux souillées, mal assainies ou insuffisamment traitées, mais aussi des pratiques d'hygiène déficientes. La consommation de cette eau insalubre, le contact cutané lors des bains ou encore l'injection d'aliments contaminés favorisent la propagation des germes pathogènes. Le choléra, la typhoïde, le paludisme ou les diarrhées sévères comptent parmi les conséquences les plus redoutées avec des répercussions graves sur la santé humaine. En ces temps de pluie marqués par l'humidité, la fraîcheur et les inondations récurrentes, le risque d'épidémie demeure élevé. Pour ce qui est des maladies hydriques et précisément le cas de choléra, le choléra d'abord la cause c'est une bactérie dénommée Vibrio cholérique. Donc c'est cette bactérie qui est vraiment responsable du choléra. Maintenant, en dehors de cette bactérie, il y a des facteurs de risque. Voilà. C'est ces facteurs de risque là qui exposent la personne à la contamination et la personne fait la maladie. Donc, notamment la mauvaise hygiène au niveau alimentaire, la mauvaise hygiène au niveau environnemental et puis la mauvaise hygiène des mains. C'est ce qui expose les personnes à cette maladie-là. L'acte de prévention est essentiellement basé sur l'hygiène alimentaire, l'hygiène des mains et l'hygiène environnementale. Pour faire barrage à ces maladies, les spécialistes recommandent un ensemble de mesures préventives, la vaccination, le respect rigoureux de l'hygiène des mains, la consommation d'eau potable, ainsi que l'adoption de bonnes pratiques de salubrité alimentaire. Rester à domicile lorsqu'on est malade contribue également à limiter la transmission. Ainsi donc, la lutte contre les maladies hydriques repose donc sur une mobilisation collective et une vigilance accrue, particulièrement en saison pluvieuse.
Les ambulances sont des véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire terrestre. Au Tchad, ces ambulances, au lieu de secourir les urgences sanitaires ou des cas d'accident, sont utilisées à d'autres fins. Yanki Lydia nous en dit plus. Au Tchad et particulièrement à N'Djamena, les ambulances sont offertes par l'État dans les différentes structures sanitaires afin de répondre aux besoins urgents de la population. Ces véhicules sont un don reçu ou soit achetés par l'État et mettre à la disposition du corps soignant en vue de répondre aux besoins de la population en cas d'accident ou de maladie grave. Elles sont stationnées dans les districts ou hôpitaux comme des objets d'ornement. Pour se déplacer, parfois la personne malade ou sa famille doit assurer les frais de carburant et malgré cela, elles ne viennent pas au moment opportun pour sauver des vies. Ces ambulances servent seulement à un nombre limité de la population qu'à tout le monde. Selon Dr Garba Tian Salomon, ces véhicules sont déployés dans les centres de santé ou hôpitaux en nombre par le gouvernement, mais c'est le manque de ressources qui pose problème. Le gouvernement a fait un grand effort pour mettre en place les ambulances, sa fonctionnalité qui nous pose problème. Et ça fait appel aux ressources. Il faut toujours faire fonctionner l'ambulance, mettre le carburant pour amener le malade d'une ville à une autre. Au départ, quand on a mis les ambulances, c'était subventionné, mais la subvention n'a pas pu couvrir, par exemple, le carburant pour transporter le malade d'une ville à une autre. Mais les ambulances sont à la disposition de la population. Ils ne sont pas refusés à la population. Mais il y a quand même des ressources qu'il faut mettre là pour pouvoir permettre à l'ambulance de transporter le malade d'un bout à l'autre. Pour un bon fonctionnement de ces ambulances, le ministère en charge de la santé publique doit faire appel à la participation collective de la population. Alors, il va falloir, comme d'habitude, le ministère fait appel à la participation de la communauté. C'est une participation. Ce n'est pas la prise en charge de tous les coûts de l'ambulance, mais une participation peut-être dans le carburant et que sais-je. Voilà ce qui se passe. Mais l'ambulance, à mon entendement, n'a jamais été refusée à la population. Les ambulances, bien qu'elles soient dotées par un usage public, devront être à la portée et à la bourse de la population pour transporter des malades graves vers les hôpitaux ou centres de santé les plus proches. Malheureusement, elles sont utilisées à d'autres fins, causant des soucis entre les responsables en charge de la gestion de ces ambulances et la population tchadienne. Retour des Sao à N'Djamena, un match de prestige face aux Black Stars. Après 10 ans d'exil forcé, les Sao du Tchad retrouvent enfin leur public à domicile à N'Djamena pour la 7e et 8e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Bajixem Sadok. Le 4 septembre 2025, l'équipe nationale de football du Tchad, les Sao, affrontera les Black Stars du Ghana au stade olympique Maréchal Idriss Déby Itno de Mandjafa. Ce match marque un événement très attendu, car c'est la première fois depuis 2019 que l'équipe joue à domicile. Leur dernier match sur le sol tchadien remonte aux éliminatoires du CHAN contre la Guinée équatoriale. Avant une suspension de la FIFA et des travaux de réhabilitation du stade Omnisport Idriss Mamad Ouya. Bien que la qualification pour la Coupe du Monde soit en péril, ce match revêt une importance symbolique majeure. L'entraîneur Raoul Sauveuil a souligné l'impact du public, affirmant que les ovations encouragent les joueurs à se dépasser. Pour encourager une forte affluence, l'entrée au stade a été rendue gratuite. Un geste qui, selon le président de la Fédération tchadienne de football, fait de cette rencontre un match d'unité nationale. Le Tchad, qui n'a pas encore marqué de points en 6 matchs, espère relever ce défi devant son public. Page noire de cette édition, la cérémonie des obsèques du feu, le général Noudi Orgum Bailao, qui a tiré sa révérence le 20 août 2025 des suites de maladie, a eu lieu ce matin à l'église évangélique des Frères de Dembé, dans la commune du 7e arrondissement. Parents, amis et collègues lui ont rendu un dernier hommage. Suivez plutôt.
La GNT a perdu l'un de ses plus valeureux fils. Le général d'armée Nuju Orkem Mbaïlaw Joassin, figure emblématique de l'armée nationale et descendant d'une grande lignée nomade du Tchad. S'est éteint ce mercredi 20 août 2025. À l'âge de 68 ans, laissant derrière lui un héritage de courage, de discipline et de loyauté indéfectible. Difficile à supporter la tristesse, l'émotion, ne pouvant supporter les larmes. Le pasteur Romtoné, lui, dans son message de circonstance, déclare que tout homme est né, tout homme doit mourir. L'homme est comme une vapeur d'eau. Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Adam a écouté pour la première fois le mot mort. Et cette mort est la mort spirituelle et la mort physique. Tout homme est né, il doit mourir. Le feu général a rejoint très jeune l'armée, déterminé à défendre un pays qu'il connaissait mieux que personne. Jeune officier, puis scène de missions militaires dans des zones reculées. Stratège redouté et meneur d'hommes charismatiques. Il a été sur tous les fronts. Lutte contre les groupes armés, maintien de la paix, protection des civils en temps de crise. Sa connaissance du terrain, sa proximité avec les populations locales et sa sagesse ancestrale ont souvent fait la différence là où les larmes ne suffisaient plus. Collègues, fils, voisins et amis ont témoigné qu'il est un homme sage qui respecte tout le monde jusqu'au petit enfant malgré son âge et son statut. À la remise de nos épaulettes en août 1980, on était 28 dans les rangs. Et nous avons eu à organiser des journées de recueillement entre promotions. Chaque fois qu'on l'appelle, il est hors de caméra. Papa était un père qui nous a tout donné. Particulièrement moi, mon père, il a fait de son mieux. Et nous le souhaitons paix à son âme. Tes petits-fils t'appelaient Kakatinga parce qu'ils trouvaient en toi chaleur, douceur et protection. Et pour nous tous, tu étais le pilier, la force tranquille, pose en paix, Kakatinga. Tu vis en chacun de nous. Et ton nom restera gravé dans nos cœurs. Le général d'armée nomade Nuju Orkem Mbaïlaw Joassin, figure marquante de l'institution militaire, laisse derrière lui l'image d'un homme de devoir animé par un profond engagement envers sa patrie. Le premier général de l'ethnie Laka du département des Monts-de-Lam. Tout au long de sa carrière, il a su incarner les valeurs d'honneur, de discipline et de loyauté, inspirant des générations de soldats. Il laisse derrière lui une veuve, 8 enfants, dont 4 filles et 4 garçons et 17 petits-fils, tous vivants. Le général repose désormais en paix dans son dernier demeure au cimetière de Toukra. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi.